Oh non, ça fait jamais ça avec Windows d'habitude. Bonjour, enquêteur. C'est quoi ce bordel? Après votre première enquête sur les victimes de la bête du Gévaudan, qui a révélé des indices décisifs, Ouais. vous allez reprendre vos recherches, mais d'un autre point de vue. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera d'identifier l'espèce animale impliquée dans cette affaire. Vous pourrez utiliser tous les livres, les sites dont les sources sont fiables et les documents d'époque que vous jugerez utiles. Si au cours de la mission vous veniez à être tué, franchement ce serait vraiment pas de bol. Bonne chance. Ce message s'autodétruira après une page de publicité. Oh, sérieux? Eh oui, c'est moi le père du crasse. Je vais vous montrer comment je prépare Bon, ok. la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. Eh oui, mission impossible. Non mais c'est pas que je sois défaitiste, mais si plusieurs générations d'historiens, d'amateurs, de passionnés n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est pas par esprit de contradiction, hein. Encore que. Bon, en tout cas, on va quand même déterminer quelles pistes sont probables et lesquelles le sont moins, à défaut d'apporter une réponse définitive. Car, même après 250 ans, la bête continue encore et toujours à échapper à ses poursuivants. Oh oui, comme vous allez le remarquer, je dis la bête au singulier. Oui, alors que dans la première partie, on a découvert... ouais, mais là, on va faire une nouvelle lecture des événements. Et en plus, c'est plus pratique. Ah si, je vous assure, c'est plus pratique que ceux qui étaient désignés comme la bête, alors que d'après les statistiques liées aux victimes et à la chronologie, il semblerait qu'il s'agisse en fait de plusieurs animaux prédateurs du Gévaudan. Voilà. Allez, essayons d'identifier cette bête. Pour commencer, on va tout simplement rechercher les termes employés à l'époque pour désigner la bête et voir si on peut en déduire une identification. Quand survient la première victime officielle, le 30 juin 1764, personne bien sûr ne se doute de la longueur de la série macabre qui va suivre, donc on ne parle pas encore de bête du Gévaudan, surtout que cette première victime ne se trouvait même pas en Gévaudan, mais ça vous le savez. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur le déroulé de l'affaire, l'essentiel a été résumé dans la première partie, donc c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de l'avoir vu quand même. D'après les documents, il ressort que la première apparition écrite de la bête dont on dispose soit l'œuvre du curé de Saint-Jean-la-Fouillouse, sur l'acte de sépulture de la 5e victime de notre liste, étranglée et dévorée en partie par une bête féroce. Bon, clairement cet acte pose problème, il est daté du 7 août, mais tous les autres éléments sur cette victime ramènent à début septembre. Il y a probablement une erreur de date sur l'acte. Quoi qu'il en soit, ce serait tout de même la première désignation écrite du responsable des attaques dans le coin. Puis début septembre, une lettre parle d'un espèce de monstre. Ensuite le 16 septembre, l'acte de décès de la victime numéro 6 mentionne la bête féroce, donc avant l'acte de Jeanne Boulet, la célèbre première victime, qui n'a été rédigé qu'après le 18 septembre au moins. Bref, le nom de la bête est né début septembre 1764. Ce terme devient alors le mot-clé pour désigner l'agresseur du Gévaudan, quoi que ce soit. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Tout ça pour dire que les premiers textes de l'affaire emploient des termes neutres. Bête, monstre, aucune espèce animale définie ni même supposée, au contraire ce sont bien des mots qui expriment toute l'incertitude des protagonistes. Intéressant, mais pour notre identification ça part mal. Rassurez-vous, après, c'est pire. Le 21 septembre, des chiens parviennent à tuer un loup au Pradel, et le curé remplit une note attestant qu'il y a tout lieu de croire que c'est celui qui dévorait les gens. On a donc notre première espèce animale, pas vraiment citée, mais sous-entendu, le loup. Sauf que cette identification sera rapidement contredite. Déjà, les attaques ne cessent pas, et beaucoup de témoignages précisent ensuite que, justement, cette bête est différente du loup. Très vite, d'autres espèces sont proposées. En premier le 14 octobre, quand sont employés les termes de monstre ou léopard. Par monstre, il veut probablement parler d'un croisement entre espèces. Mais on va revenir sur l'explication des mots employés dans un instant. Le 22 octobre, l'intendant du Languedoc dit que l'opinion la plus commune est que ces bêtes sont des loups cerviers ou carnassiers.
Si on cherche un peu vite la définition de loup-cervier, on voit que ce terme désigne le lynx, mais là encore on va le mettre de côté juste un instant. On notera au passage qu'il est le premier à parler de bête au pluriel. Le 26, un noble de Saint-Alban écrit que cet animal revient toujours sur le lieu de ses crimes et présume qu'il est né en Afrique. Le lendemain, un autre déclare que cet animal est plus grand qu'un loup et que les avis sont partagés entre hyène, panthère ou loup-cervier. Le 30 octobre, M. Lafont donne sa conviction qu'il n'y ait qu'une seule bête et tente un rapprochement avec la hyène d'après la description qu'il a de cet animal. Enfin le 31, un noble de Marvejols ne doute pas qu'il s'agisse d'un loup-cervier et réfute la hyène et le tigre. Vous avez compris le problème ? Ça part dans tous les sens, et d'un jour à l'autre, chaque commentaire peut contredire le précédent. Mais si on y regarde mieux, tout n'est qu'une question de date. Quand on compare les correspondances et les rapports de ceux qui se trouvent près des lieux de l'affaire, on voit que les discussions s'enflamment à partir de septembre 64 quand les ravages s'intensifient. Puis en octobre, quand les attaques prennent une ampleur considérable, la question phare c'est de quelle espèce s'agit-il ? Mais dès novembre, tout change. Les discussions sur son identité ne sont plus réservées qu'aux salons mondains et aux articles de presse, car en Gévaudan et dans les provinces inquiétées, on s'est arrêté sur deux termes, la bête et ou le monstre. Bon, il y a quelques rares exceptions, notamment quand le curé de Fournel écrit en janvier 65 que c'est une bête féroce qu'on prétend être une hyène, puis quand M. Duhamel explique que c'est un monstre dont le père est un lion, reste à savoir quelle en est la mère. Voilà, donc là c'est la fête, on fait ce qu'on veut, millions, mais ce que tu veux, choisis. Mais un truc qui fait peur, un genre mi-pangolin. C'est ça, un pangolion. Elle était mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière. Toujours est-il qu'après ça, l'immense majorité des commentaires ne se focalise plus sur ce qu'elle est, mais sur les méthodes pour s'en débarrasser. Méthodes toutes plus débiles les unes que les autres. Non, on ne doit pas juger. Mais balader un veau dont le dos est enduit de poison, ou en remplir des vessies de porc placées dans une effigie de paysanne portant un costume, hein. Bref, il y a différentes périodes sémantiques qui apparaissent à propos de la bête. Pour vérifier, j'ai noté dans ce tableau tous les noms qu'on lui a donnés, sans exception, jusqu'à la fin octobre 64. Ensuite, je me suis concentré uniquement sur les termes autres que bête ou monstre ou animal qui deviennent omniprésents. Ce qui en ressort, c'est qu'à partir de février 65, les termes désignant un animal étranger disparaissent. Avec une seule exception fin septembre 65, après la mort de la bête d'Antoine, mais la constatation est mal fondée et on en reparlera. En tout cas, ces pronostics exotiques sont vraiment la marque distinctive des premiers mois de l'affaire. Après ça, l'hypothèse de Monsieur Antoine sur la présence de plusieurs loups anthropophages devient plus commune chez les notables et ne seront plus utilisés que les termes loup carnassier, loup ou monstre, en plus donc de bêtes féroces, cruelles ou autres adjectifs qui sont largement majoritaires. Surtout que l'hypothèse d'Antoine est loin de faire l'unanimité auprès des locaux. Intéressant, mais pour l'instant ça ne nous aide pas non plus. Heureusement, à partir de novembre 64, c'est la description de la bête qui concentre les discussions. On va donc essayer de constituer une bête qui colle à ces portraits. Ça devrait nous aider. Enfin, je pense. Monsieur de la Barthe donne la première description le 31 octobre 64. Cette bête à la tête large, très grosse, allongée comme celle d'un veau et terminée en museau de lévrier. Le poil rougeâtre rayé de noir sur le dos, le poitrail large et un peu gris, les jambes de devant un peu basses, la queue extrêmement large et touffue et longue. Elle court en bondissant, les oreilles droites. Ah, ça ressemble un peu à rien. Bon, il y en a d'autres. Plus tard, l'abbé Daumont décrit la bête. À peu près de la grandeur d'un âne, le poitrail large, la tête et le cou gros, les oreilles plus longues que celles du loup, le museau à peu près comme celui d'un cochon. Elle se redresse sur ses deux jambes de derrière et dans cette position, elle badine de ses deux pattes de devant. Elle fait dans cette posture des petites singeries, cela a fait présumer à certains que cela pourrait bien être quelques gros singes, avec d'autant plus de fondement que quand cet animal passe quelques rivières, il se redresse sur ses deux jambes de derrière et traverse comme une personne. Il est cependant sûr que ce n'est pas un singe, par tout ce qu'on a remarqué de sa piste et de son corps. Dans d'autres occasions, cet animal paraît petit et pas plus gros qu'un renard. Lorsqu'il attaque quelqu'un, il paraît avec la gueule ouverte. Il a une houppe de poils sur les yeux qu'il redresse, de même que les poils qu'il a fort longs sur une bande noire qu'il a le long de l'échine. Ses yeux, qu'il a à peu près comme ceux du loup, étincellent sous les houppes de feu et de rage. Soyons clairs, je caricature et je tronque un peu les commentaires. C'est pour l'aspect détente de la vidéo. Mais l'idée est là, ils n'ont pas vu la bête de leurs propres yeux et retranscrivent pêle-mêle ce qui se dit. Et il se dit beaucoup de choses.
Alors il faut attendre la fin décembre 1764 pour avoir enfin une première description précise par un témoin direct. Le 19, une femme d'environ 40 ans est attaquée au Caire, près de Rimez, et survit. Le sieur Duhamel a consigné son témoignage, et notre militaire rigoureux commence par expliquer qu'elle a fait face à son agresseur, se défendant avec une hache pendant de longues minutes, parvenant même à la blesser au museau. Ce qui veut dire qu'elle l'a très bien observé. Enfin, une description fiable. Et en plus, la représentation sera faite par un spécialiste de l'affaire. Cet animal est de la taille d'une vache de 3 ans, la gorge et le ventre blanc, le poil du corps rouge et pas plus long que celui d'un loup. Une bande noire le long du dos dont le poil est fort long. La queue de la longueur de celle d'un cheval, fort touffu et rougeâtre, tirant un peu sur le noir. Les pattes très fortes, avec 6 griffes de la longueur d'un doigt. La tête noire, fort large, les yeux grands et étincelants, et le museau de la longueur de celui d'un cochon, avec cette différence que le bout du museau baisse au lieu de relever. La gueule extraordinairement large, au moins d'1 pied de la façon dont cette fille me l'a dépeint. Les dents très longues, fort larges, pointues par le bout et distantes d'un demi-pouce l'une de l'autre. Les oreilles droites et pas plus longues que celles d'un loup. Le dessin est super fidèle à la description. Mais aucun animal ne ressemble à ça. Ah, heureusement, plus tard, Duhamel verra lui-même la bête et rencontrera d'autres témoins. Bon, cette fois il me faut des spécialistes du dessin animalier, mais qui ne connaissent pas l'affaire, donc pas d'influence d'aucune sorte. Les enfants ? Cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an, il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours avec 6 griffes à chacune de la longueur d'un doigt, la gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras et au moins 4 pieds de longueur, le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelants, les oreilles courtes comme celles d'un loup et droites, le poil du ventre blanchâtre et celui du corps rouge avec une raie noire de 4 doigts depuis le col jusqu'à la naissance de la queue. Bon, on va pas se mentir, pour la mission, c'est mal barré. Ainsi, jusqu'à la fin de l'affaire, aucune description n'est clairement attribuable à un animal précis sans que le doute soit permis. Mais au-dessus de tout, il y a les estampes publiées par la presse. Alors là, il y en a pour tous les goûts, là il y a du croisement entre du renard, de l'âne et du léopard, là on a du loup des Stark dans Game of Thrones, Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce sera un pangolion pour de vrai, oui. Et pourtant, même si on n'a rien de concluant pour l'instant, on peut faire une constatation décisive. Si personne n'arrive à s'entendre sur l'espèce, et si les descriptions ne correspondent pas, même en gros, à un animal connu, c'est bien que les caractéristiques n'étaient pas habituelles. La bête sortait de l'ordinaire. Mais ces mots employés, qui sont presque tous identiques à ceux qu'on utilise aujourd'hui, avaient-ils exactement la même signification à l'époque ? On va voir qu'on rencontre plusieurs problèmes liés à notre décalage dans le temps qui sont difficiles à concevoir instinctivement et qui peuvent fausser notre compréhension. De nos jours, les connaissances générales du monde animal sont plutôt bonnes et surtout bien partagées. Je veux dire que, d'une part, l'extrême majorité des gens, même des enfants, savent identifier des animaux d'un autre continent qu'ils n'ont jamais vu en vrai, peu importe leur milieu social d'origine. Et d'autre part, il nous semble absolument évident que chaque animal appartienne à une espèce clairement définie. Mais en fait, tout ceci est assez récent. Car au XVIIIe siècle, la situation est très différente. C'est au cours de ce siècle que seront conçues les premières méthodes scientifiques de classification des espèces, notamment grâce à Linné et Buffon, 2 des pères de la zoologie. Buffon qui sera partie prenante dans l'affaire puisqu'il donnera son avis d'expert sur les cadavres des 2 animaux abattus dans le Gévaudan. Bref, on est juste dans la période où commence l'attrait pour la science animale, particulièrement en France d'ailleurs, et ça va avoir un impact très net dans le traitement médiatique de notre affaire. Mais ces nouveaux concepts dans les sciences sont encore en tâtonnement et sont loin de faire l'unanimité. La biologie animale n'en est qu'à ses débuts, ce qui explique l'originalité de bien des témoignages. Il faut donc faire attention de ne pas tout interpréter à la lettre pour ne pas tomber dans l'anachronisme. Alors on doit revenir sur les termes employés. D'abord monstre qui revient constamment. Selon le dictionnaire de l'Académie françoise de 1762, ce mot désignait une chose contraire à l'ordre de la nature, ce qui désigne donc pour beaucoup un animal issu d'une hybridation hors norme. Et voilà un point où on mesure vraiment l'écart des siècles. Quand en haut lieu on évoque un animal issu d'un croisement entre un lion et autre chose, ou dans la presse entre un ours et une louve, ce sont des questions sérieuses. Aujourd'hui, il est bien établi que 2 espèces différentes ne peuvent pas se reproduire, à moins d'une parenté génétique très importante, comme le tigre et le lion, ou l'âne et le cheval, et encore leurs rejetons sont stériles. Mais à l'époque, quand le bruit a couru qu'un abbé avait réussi à obtenir des poussins couverts de fourrure en ayant accouplé un lapin avec ses poules,
Beaucoup l'ont accepté volontiers, y compris Linné. Linné est quand même le père de la nomenclature des espèces, c'est-à-dire le premier à avoir proposé de classer les espèces animales et de leur donner un nom précis. Bref, pas étonnant que pour la plupart, un tel monstre puisse avoir des caractéristiques tout aussi hors normes. Quand Denneval déclare que la bête a fait un saut de plus de 8 mètres de long sur terrain plat, d'après les traces qu'il a vues, il ne doute pas qu'il ait pu rater une ou deux empreintes. Non, c'est un monstre. Bon, il n'y a pas qu'en biologie où l'écart est énorme, c'est aussi le cas pour le comportementalisme animal où là, on approche du zéro absolu. Voilà pourquoi le singe a pu être soupçonné, d'autant plus qu'il a longtemps été considéré comme un animal démoniaque. Ben oui, il essaie d'imiter l'homme. Et vu que Dieu a créé l'homme à son image et donc supérieur aux animaux, alors un animal qui essaie de ressembler à un homme est forcément une créature du diable, hein. Il faut le savoir. Une note au registre paroissial de la commune de Pinols annonce même que la bête a été tuée le 21 juillet 66 près de Cahors et que certains disent que c'était un singe appelé Égula. D'après Linné, Égula était une espèce de singe de l'île de Java, peut-être de type guenon. En vrai, l'animal tué près de Cahors était, selon toute vraisemblance, un loup enragé qui n'avait rien à voir avec le Gévaudan. Comme quoi, le diable est dans le détail. Et dans le singe. À l'inverse, très vite, on a vu dans l'apparition de la bête une authentique manifestation de Dieu. Dès le 31 décembre 64, l'évêque de Mende est le premier à avoir proposé cette interprétation de manière officielle. C'est d'ailleurs la même qu'en a fait l'abbé Pourchet dans son livre en 1889, c'est carrément le titre de son bouquin. Curieusement, il est alors tout à fait normal de qualifier de divin, donc issu de Dieu, un animal furieux qui taille en pièces des paysans et sème la terreur et le carnage. De nos jours, même dans un vocable religieux, on parlerait sans doute d'un animal démoniaque ou tout autre terme qui renvoie au mal. Mais à l'époque, même quand c'est terrible, ça renvoie à Dieu. En tout cas, parmi les ecclésiastiques, car dans le milieu populaire, on se rapporte plus volontiers aux forces du mal. La bête est vue comme un sorcier changeur de peau, on l'a entendu parler, imiter des sanglots ou la voix d'une femme. On l'a vu s'appuyer à la fenêtre de ses victimes, prendre du tabac et même se vanter de ses exploits de la veille. Si la plupart de ces témoignages ne sont pas pris au sérieux, même à l'époque, si on veut être le plus objectif possible, on devra quand même les noter et donc accepter qu'éventuellement, au moins un de ces éléments, quoique exagéré, puisse porter des traces de véracité. Autant dire que ça va pas plus nous aider. Bref, il y a des fossés temporels dans l'importance accordée aux croyances et dans les connaissances zoologiques et il faut les prendre en compte. En plus de ces décalages, il faut aussi envisager que, les espèces évoluant constamment, les animaux de l'époque étaient peut-être légèrement différents de ceux que nous connaissons, ce qui rend les comparaisons encore plus hasardeuses. On sait par exemple, grâce à des écrits arabes, qu'il existait à la fin du Moyen-Âge des guépards roux, d'autres presque noirs, certains avec une crinière. Guépards qui, à la même époque, étaient bien connus en Europe parmi les puissants qui l'utilisaient pour la chasse, tout en l'appelant léopard. Du moins jusqu'à la Renaissance, car ensuite l'animal redevient étrangement presque inconnu, c'est Buffon qui le baptise guépard sans jamais en avoir vu en vrai. Ce qui nous emmène à un autre piège, encore plus fourbe, les cas de polysémie. Je m'explique. Si aujourd'hui il nous semble tout naturel que chaque espèce animale ait un nom bien établi, c'est parce que la nomenclature est déjà posée, acceptée, et que nous vivons dans un espace linguistique relativement unifié. Mais à l'époque, quand on décide d'attribuer un nom spécifique à chaque espèce, on réduit soudain chaque mot à ne plus désigner qu'un seul animal, même si ce n'était pas forcément le cas partout. Comment ça, c'est pas clair? Ok, on prend un exemple, fictif. À partir d'aujourd'hui, cet animal s'appellera officiellement une fouine. Mais si au fin fond du Poitou, le mot fouine désignait cet animal, comprenez bien qu'il va y avoir quelques quiproquos. Alors voilà, dans son histoire naturelle, Buffon indique que le lynx s'appelle également loup-cervier. Eh bien, s'arrêter sur cette définition masque totalement la réalité linguistique de l'époque. Si aujourd'hui ces deux mots sont synonymes, toujours dans le dictionnaire de 1762 on trouve pour le loup-cervier espèce de loup que quelques-uns croient être la même chose que le lynx. C'est déjà très différent. Et il ressort clairement que suivant les époques, les lieux ou même les interlocuteurs, loup-cervier ne désignait pas forcément le même animal. Ce mot vient du latin, le loup mangeur de cerfs, mais plus tard, certains interpréteront ce mot comme un loup qui mange les cerfs, les pauvres gens. C'est un glissement sémantique, mais pas généralisé. La description qu'en a fait Pline l'Ancien au 1er siècle correspond assez bien au lynx. Au XIVe siècle, Gaston Phébus dans son traité de chasse le décrit clairement comme un lynx, précisant même que le terme loup-cervier ne convient pas trop à cet animal qui tient plus du chat léopard. Et pourtant, dans de nombreux commentaires plus tardifs, ce nom désigne un animal de la forme du loup portant un pelage tacheté. A l'inverse, le mot lynx peut désigner tout autant le lynx que le caracal, animal d'Afrique, voire même le guépard en Italie. Bref, l'ambiguïté linguistique est profonde.
Alors quand au début du XVIIIe siècle, un historien écrit au sujet du loup-cervier, cet animal est extrêmement féroce et tient de l'ours, du lion et du tigre dont il a la cruauté et du loup dont il a l'avidité. Quelques-uns le confondent avec le lynx, soit à cause qu'il lui ressemble par son poil et par ses taches qui tiennent du léopard, soit à cause de la subtilité de sa vue. Ours, lion, léopard, loup, tigre, un vrai monstre ce loup-cervier. Mais pas un lynx selon lui. Mais est-ce que par lynx, il désignait réellement le lynx ? Bref, on doit constamment se méfier des biais d'interprétation anachroniques et chaque terme employé à l'époque est à prendre avec des pincettes. Donc, quand les premiers témoignages accusent le loup-cervier, dire qu'il pensait à un lynx, c'est un probable quiproquo en fait. Eh bien, il se trouve qu'on peut faire le même genre de remarque avec la hyène. Sur un célèbre ouvrage de 1657 et sur d'autres documents, on trouve tout un tas d'animaux sauvages ainsi que leurs noms en italien et en allemand. On a ici le loup, le renard, bon, la hyène y est aussi, et ça. Quel est cet animal d'après vous ? C'est moi ou il a beaucoup de traits en commun avec notre animal ? Eh bien, selon ces sources, cet animal s'appelle hyena, dans les deux langues. Et voilà très probablement la raison pour laquelle certains commentaires trouvent une ressemblance avec la hyène, mais j'en reparlerai. Bon, en revanche, le terme loup carnassier, qui revient à plusieurs reprises, ne semble pas désigner d'espèce particulière, plutôt un loup au comportement marginal. Plus précisément, on distinguait plusieurs variétés ou formes de loups, ainsi divers adjectifs lui ont régulièrement été accolés. Loup lévrier, loup matin ou loup carnassier seraient des loups aux caractéristiques physiques et comportementales différentes, d'où peut-être l'ambiguïté dans le cas du loup-cervier. Quoi qu'il en soit, on voit que de nombreux commentaires sur la bête sont basés sur l'histoire naturelle que Buffon est en train d'écrire. Oui, au moment de l'affaire, son ouvrage est tout juste en cours d'édition. Et justement, le tome 9, sorti 3 ans avant le début de l'affaire, décrit les grands carnivores. Son influence dans l'affaire est énorme. Ce premier dictionnaire animalier est non seulement à la mode, mais c'est une référence. Enfin, pour quelques notables. Oui, car voilà la plus énorme différence avec notre époque, le problème essentiel de cette affaire. La majorité des témoins, tout comme de la population, est illettrée, et les descriptions de la hyène, du lion, du tigre, du pangolin sont inconnues du grand public. Comment mettre un nom sur une hyène ou un lion quand on n'en a jamais vu ? Les principaux témoins, issus du milieu paysan ou agricole, n'auraient jamais pu identifier un animal étranger par son nom. Pour autant, ils connaissent très bien les espèces locales, certainement mieux que les citadins lettrés malgré leurs bouquins. Identifier un renard, un sanglier ou un loup est leur quotidien. Il semble qu'ils connaissent aussi l'ours, déjà disparu du Massif central à l'époque, car des montreurs d'ours ambulants en exhibaient. Pourtant, à ce moment-là, ces témoins n'évoquent aucun de ces animaux, sauf à titre de comparaison, ce qui prouve que ce qu'ils ont vu ne semble pas correspondre. À la lumière de tout ça, on comprend qu'il n'est pas très pertinent de se focaliser principalement sur les identifications de l'époque. Alors on va tout miser sur les descriptions. On va lister toutes les descriptions, qui les a faites, et classer la qualité de nos informations. Il est très important de prendre en compte qui est l'auteur de chaque commentaire, car tous les témoignages ne se valent pas. Il y a les témoins directs, ceux qui ont vu la bête, les témoins indirects, personnages en relation avec les témoins directs, et il y a les avis tiers, issus de tous ceux qui n'étaient pas directement sur place. On essaiera d'éviter au maximum les témoignages hors catégorie de ceux qui sont vraiment loin de l'affaire, ce qui inclut donc une grande partie des articles de presse. D'autant que la course à l'audimat et l'engouement du public pour cette histoire provoquent une série d'articles aux sources douteuses, où les exploits de la bête sont souvent exagérés, déformés ou inventés. En revanche, on possède des éléments majeurs et d'une grande précision grâce à 2 documents. Le 20 septembre 1765, Monsieur Antoine abat un animal dans la forêt des Chazes. Il annonce avoir tué la bête et fait faire une autopsie dont on a le rapport. Bon, malgré une pause conséquente dans les attaques, les méfaits avaient repris jusqu'à ce que Jean Chastel tue un autre animal le 19 juin 1767, dont on a aussi le rapport d'autopsie. On a aussi des lettres écrites par des témoins de ces autopsies. Alors déjà, de 2 choses l'une. Soit on considère qu'il y avait 2 bêtes et qu'Antoine et Chastel en ont chacun tué une, soit on considère qu'Antoine n'a pas réellement tué la bête. Ce qui suppose qu'il ait maquillé un autre animal pour qu'il lui ressemble, afin de régler l'affaire diplomatiquement. Mais alors, l'interruption des attaques qui suit relève d'un incroyable hasard, à première vue. Pour l'instant, peu importe, on va traiter ces 2 rapports de manière identique. Ce sont des procès-verbaux qui décrivent les particularités physiques de chaque animal, avec mesure à l'appui, et une litanie de témoignages qui identifient bien le coupable, dans les 2 cas. Les chirurgiens s'étonnent sur plusieurs points, notamment sur la présence d'une double paupière recouvrant l'œil de l'animal de Chastel.
Tout porte à croire qu'il s'agit de la membrane nictitante présente chez de très nombreuses espèces animales, même les poulets, parfois visible seulement en cas d'infection, de maladie ou post-mortem. Ça ne nous aide pas. Le crâne comporte une crête osseuse qui est habituelle sur de nombreuses espèces là encore, même s'il semble surpris par sa taille. Enfin, les deux animaux seraient dotés de côtes inclinées différemment de celles du loup, lui donnant la liberté de se retourner aisément. Voilà qui est intéressant. Les relevés des dimensions des animaux sont en mesure d'époque, il faut donc les convertir. Et ce sera l'objet de ce tableau. Ces mesures ne suffisent pas à elles seules. Au mieux, on peut quand même éliminer certaines pistes extrêmes, mais elles seront essentielles pour une description globale. Comme j'aime bien les tableaux, on va y noter tout ce qu'on trouve en fonction des caractères qui sont qualifiés. Donc ici, tout ce qui est lié à la tête de l'animal, là à son corps, là à ses pattes, sa queue, son pelage, ici toute autre info, et là son comportement. Déjà, et malgré plusieurs points de contradiction selon les sources, on remarque globalement une similitude dans la description de l'agresseur. Alors pour obtenir un vrai portrait robot de la bête, avec tous les détails, on va synthétiser les descriptions en détaillant les éléments de chaque partie du corps. Ainsi pour la tête, on va séparer ce qui concerne l'apparence générale, du détail des oreilles, des yeux, du museau, de la gueule, des dents et même du crâne. Idem pour le corps, tout ce qui est lié aux pattes, à la queue, etc. En fonction des points qui reviennent le plus, et en donnant une importance supérieure aux témoignages les plus directs, on peut mettre en valeur ce qu'on va considérer comme les éléments les plus sûrs de l'apparence de la bête. Mais on doit aussi lister les points d'incertitude, ce qui nous permet de tempérer certaines catégories, ou carrément d'en rendre certaines invérifiables. Tout ça nous donne un portrait au plus proche des descriptions de l'époque. Et là encore, on va représenter une bête unique, et cette fois le dessin sera fait par un dessinateur professionnel. On a donc un animal de la forme générale d'un loup, mais plus long, plus gros, particulièrement le poitrail, avec des pattes grosses et plus longues à l'arrière qu'à l'avant, et une queue particulièrement longue. Il a des griffes assez grosses, mais leur nombre est incertain. Une tête très grosse, plate mais allongée, avec un museau pointu et des oreilles droites, même si leur longueur semble incertaine. Son poil particulièrement long est noirâtre à la tête, blanchâtre au cou et au ventre, rougeâtre au corps et aux jambes. Il a une raie noire au poil plus long depuis l'arrière de la tête jusqu'à la queue, noirâtre aussi. Cet animal a un cri particulier comme un grondement sourd et est peut-être doté d'une mauvaise odeur. Il se déplace souvent et rapidement. Agile, il bondit sur ses victimes après les avoir approchées discrètement. Par déduction des nombreux témoignages, on peut aussi noter que l'attitude de la bête face aux humains est assez ambiguë, parfois méfiante, parfois téméraire. Elle fait également preuve d'une incroyable résistance aux nombreuses armes utilisées contre elle, même plus aux armes à feu qu'aux armes blanches. Et même si les fusils du XVIIIe siècle sont loin d'être aussi fiables et performants que les fusils actuels, il ne s'agit pas de mousquets de la Renaissance, ni de mauvaises armes comme on peut le lire parfois. Les impressionnants tableaux de chasse et leur emploi massif en temps de guerre à cette époque en sont l'argument contraire le plus représentatif. Bien, on a donc la représentation schématisée de la bête selon l'ensemble des témoignages. Et à première vue, on comprend pourquoi le débat est encore vif, et comment, suivant les auteurs, autant d'espèces animales différentes ont pu être soupçonnées. À chaque ligne, on peut trouver des points communs avec de nombreuses espèces, c'est pour cette raison qu'il faut plutôt se concentrer sur les incompatibilités. Les critères discriminants sont plus révélateurs que les similitudes. Alors on va sélectionner des animaux et découper leurs caractéristiques comme celles de la bête. En fonction des différents points communs et des divergences, plus ou moins marquées, on obtiendra un barème de correspondance que je vais appeler le probablomètre. Avec ça, on trouvera bien une espèce qui remplit nos critères. Et on peut même avoir un classement des... Attends, je suis quand même pas en train de faire un top là. Oh, remarque... Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des animaux les plus susceptibles d'être la bête du Gévaudan. Sans plus attendre, démarrons notre classement avec les candidats recalés. Ne seront pas dans cette liste. L'ours. Malgré la grande force attribuée à la bête, l'ours est un animal d'une taille considérable qui ne correspond pas du tout aux descriptions. Mais surtout, un ours hiberne pendant de longs mois, alors non, oui, n'insiste pas. Le singe. Même si des témoins l'ont décrite traversant une rivière sur ses pattes arrière et faire de petites singeries avant d'attaquer, il est inconcevable qu'un singe tueur se cache derrière toute cette affaire. Le glouton. D'après une hypothèse soulevée en 1993, la bête serait une espèce disparue de glouton géant mangeur d'hommes. Difficile à croire que chez une espèce aussi badass, un seul spécimen ait jamais fait parler de lui dans toute l'histoire humaine. Le pangolin, non je déconne. Le lynx.
Comment ce félin dépassant rarement les 30 kilos peut-il être vraiment suspecté? On ne parlera pas de lui, pas plus que du chat renard, cette superbe espèce découverte très récemment par les scientifiques. Et si vous voulez en savoir plus sur cet animal, son histoire et celle de son île, je vous recommande cette vidéo, voilà. Place maintenant à notre top 10. Numéro 10. Ah, attendez. S'il vous plaît, ne vous attachez pas vraiment au classement, c'est pas un top pour de vrai, c'est juste une énumération des pistes de manière ordonnée, sans réelle préférence de ma part, à la base. Mais bon, pour la mise en scène, c'était plus sympa. Numéro 10. Plusieurs fois cité au début de l'affaire, le léopard est un coupable idéal pour sa force et ses caractéristiques physiques, mais aucun témoin n'a évoqué une fourrure tachetée, alors pourquoi pas plutôt un puma? Animal puissant et discret, doté d'une longue queue, de dents terribles et de griffes acérées, le puma possède en plus une fourrure rougeâtre, autant de critères attribués à la bête. Récemment, un réalisateur déclarait avoir la preuve que le puma vit de nos jours à l'état sauvage dans le Gévaudan. Alors, était-ce déjà le cas à l'époque? Il y a des traits communs avec notre portrait, mais aussi beaucoup de différences. Aucune description de moustache, le museau allongé et la fameuse raie noire. Et si des attaques de puma sur l'homme se produisent parfois, de là à devenir un prédateur systématique du genre humain. Et surtout, puma, léopard, panthère, tous ces félins grimpent aux arbres. Or malgré toutes les rumeurs, même délirantes sur la bête, personne n'a parlé d'un animal qui aurait ne serait-ce que tenté de grimper dans un arbre. Au contraire, des enfants ont été sauvés en y grimpant. Bref, échapper à un puma en grimpant aux arbres, c'est vraiment le scénario d'un mauvais film. Et ce n'est pas par hasard si au probablemètre, le puma présente presque autant de points de ressemblance que d'éléments discriminants. Numéro 9. Un animal féroce, massif et puissant, qui d'autre que le lion? Parfois évoqué à demi-mot par les témoins de l'affaire, le lion regroupe plusieurs des caractéristiques attribuées à la bête. D'après un biologiste allemand, c'est même notre coupable sans aucun doute, ou plutôt plusieurs jeunes lions mâles. C'est vrai que ces suspects-là ont du mordant. En 1898, au Kenya, 2 lions ont dévoré plus de 100 personnes. C'est un phénomène qui s'est même produit régulièrement jusqu'à nos jours. Ces lions du Tsavo sans crinière auraient plusieurs ressemblances frappantes avec notre animal. Oh, et si vous vous demandez comment est-ce qu'un fauve de ce genre aurait atterri là, à cette époque? Il se trouve que l'importation d'espèces animales étrangères était plutôt à la mode dans les milieux aisés. Et je ne parle pas seulement de ménagerie du roi ou de toute autre haute personnalité. Les bourgeois parisiens, notamment, ont l'air de faire vivre un véritable marché des animaux exotiques, comme le rapporte le naturaliste gallois Thomas Pennant lors de son passage à Paris en 1765. Oui, mais de nombreux commentateurs d'époque affirment qu'il est improbable qu'un animal exotique ait pu débarquer dans un port sans être remarqué. Et difficile de dire si un ou plusieurs lions auraient pu supporter le climat du Gévaudan. De plus, la taille, même la plus imposante attribuée à la bête, atteint tout juste celle d'un jeune lion, sans parler du manque total de correspondance des autopsies. Bref, là encore, les points de divergence sont nombreux. En fait, d'après nos points de divergence, aucun félin ne peut correspondre au portrait. On doit chercher dans une autre famille. Numéro 8. On a très vite soupçonné que la bête puisse être une hyène. Et quand on voit le bestiau, on comprend pourquoi. Solide et redoutable, dotée d'une mâchoire à la puissance presque inégalée, la fascinante hyène pourrait-elle être notre coupable? Alors déjà, ce n'est pas la hyène, mais les hyènes. Même si elles appartiennent à la même famille, la hyène tachetée la plus massive et la plus puissante est du genre Crocuta, alors que la hyène brune et la hyène rayée sont du genre Hyena. Pour plus de détails sur ces animaux, leurs différences, leurs spécificités, leurs origines, je vous conseille cette vidéo. Une hyène serait la parfaite candidate pour ce qui est de casser un crâne en deux, comme dans le cas de notre victime numéro 13, ou encore pour couper des membres. D'autres éléments peuvent aussi correspondre, le cri étrange de la bête pouvant ressembler à un rire humain ou même à un sanglot, le fait de parfois revenir sur le corps des victimes, même sur le plan physique, l'apparence plus massive sur le devant que sur l'arrière, la raie flottante sur le dos. On sait aussi que les hyènes d'Inde ou d'Éthiopie vivent jusqu'à des altitudes élevées et elles supportent donc des climats rudes. Mais il y a aussi des éléments qui ne correspondent pas du tout. À commencer par la queue, qu'elles ont très courte. La bête est souvent décrite comme ayant les pattes de devant plus courtes qu'à l'arrière, ce qui est précisément l'inverse de la hyène, tout comme le cou court. Le pelage n'est pas décrit comme tacheté, ni véritablement rayé. Et les autopsies, ça ne colle pas. Il y a encore trop de différences. Il nous faut encore changer de famille. Numéro 7. Plus connu sous le nom de tigre de Tasmanie, le thylacine était un marsupial carnivore dont l'espèce a été officiellement déclarée éteinte depuis 1936.
et même si plusieurs personnes affirment en avoir vu encore récemment, seules quelques images et le film d'un spécimen en captivité nous montrent encore cette belle espèce qui avait la particularité de pouvoir ouvrir ses mâchoires à un angle de près de 120 degrés. Voilà qui colle bien avec une des descriptions de la bête. Alors, est-ce que, comme l'a dit l'auteur d'un livre, le thylacine hantait le Gévaudan? L'histoire des pattes avant plus courtes que l'arrière qui gênait avec la hyène colle parfaitement avec le thylacine. Le museau allongé, le corps long, l'empreinte particulière avec des griffes marquées, la couleur, même l'odeur peut trouver une explication, car il est possible que les thylacines produisaient une mauvaise odeur quand ils se sentaient menacés, comme leurs cousins les diables de Tasmanie. Il semble aussi d'après de récentes études que cet animal chassait à l'affût en bondissant sur ses proies, ce qui rejoint encore parfaitement le portrait. Mais là encore, il y a beaucoup de points qui ne collent pas du tout. L'apparence, les rayures horizontales à l'arrière du thylacine sont distinctives. Même si au départ l'animal a été décrit rayé, tout montre qu'il s'agissait d'une raie unique le long du dos, point qui reviendra jusqu'à la fin. La taille, le thylacine était plus petit qu'un loup. Le comportement, c'était un animal nocturne, et rien n'indique qu'il s'attaquait à des proies d'une taille supérieure à la sienne. Or la bête a attaqué des adultes et à toute heure de la journée. Enfin, surtout, la première exploration connue de la Tasmanie, faite par l'explorateur français Marion Dufresne, date de 1772. Quant aux traces avérées de sa présence en Australie continentale, si on peut dire, elles sont attestées à la préhistoire, mais disparaissent il y a plus de 3000 ans. Mais plus encore, il y a un point qui laisse penser que les hypothèses du thylacine, des hyènes, des félins sont à écarter complètement. Chaque espèce animale possède une formule dentaire, un nombre fixe de dents distribuées de manière identique. Les animaux abattus par Antoine et Chastel présentaient 40 dents au moins pour le premier et 42 pour le second. Or le thylacine possédait 46 dents, les félins en ont 30. Et attention à ne pas se fier à un commentaire célèbre de cette affaire que j'ai évoqué tout à l'heure et qui affirme que l'animal d'Antoine tient de la hyène car il a plus de dents que les loups qui en ont 26. En vérité, les loups ont 42 dents et les hyènes 34. Indication de plus sur la confiance variable à attribuer aux commentaires d'époque. Dans cette vidéo, vous trouverez une comparaison bien détaillée de la formule dentaire des deux animaux décrits dans les rapports avec différentes espèces animales, notamment celles que j'ai citées. En attendant, aucune des espèces évoquées jusqu'ici ne correspond avec les deux animaux autopsiés. À moins que les chirurgiens aient vraiment mal compté les dents 2 fois, option qu'on peut raisonnablement classer comme vachement improbable. Alors, on doit se recentrer vers la seule famille animale dont les caractéristiques physiques et la formule dentaire correspondent, les canidés. Numéro 6. Plusieurs espèces de canidés peuvent correspondre à la description de la bête, comme le coyote, le chacal ou encore le loup à crinière d'Amérique du Sud, mais mieux encore, le lycaon. La bête pourrait-elle être l'un de ces étonnants animaux? Coyote, chacal, loup à crinière, trop petit, rien ou presque ne va. Et même si des trois, le loup à crinière aurait le plus de correspondance, c'est un petit omnivore qui tient beaucoup plus du grand renard que de la bête féroce. En revanche, le lycaon pourrait éventuellement correspondre. Leur fourrure très particulière est unique à chaque individu, ce qui laisse la possibilité d'une correspondance. Bon voilà, à part ça, d'autres particularités ne collent pas, les lycaons ont tous le bout de la queue blanc, ce qui n'est jamais le cas dans les témoignages. Les oreilles n'ont jamais été décrites comme arrondies, et la taille d'un lycaon n'est pas si imposante. De plus, ce sont des chasseurs en meute, alors est-ce qu'un individu isolé aurait pu survivre dans un climat froid en se nourrissant presque uniquement d'êtres humains? Bref, jusqu'ici ce n'est pas beaucoup plus convaincant. La probabilité reste trop faible. Non, le mieux pour nous ce serait qu'on trouve un canidé, avec une gueule massive, dont la fourrure est rouge, des pattes avant plus courtes que l'arrière, et qui ait un détail vraiment spécifique à la bête, comme, tiens, des côtes obliques et la capacité de se retourner facilement. Mais ça existe? Numéro 5. Dans le livre de la jungle, Rudyard Kipling dit que l'animal le plus dangereux des Indes n'est pas le tigre, mais le dhole. Ce canidé sauvage d'Asie possède de nombreux points communs avec la bête. En particulier, ses côtes lui donnent la faculté de se retourner complètement. S'attaquant à des proies de grande taille, à la fois trapus et musculeux, dotés d'une mâchoire puissante, aurait-on enfin trouvé notre coupable? C'est un cousin éloigné du loup et du chien qui fait partie du genre des kuons. D'ailleurs, on l'appelle aussi bien kuon que dhole, ou chien sauvage asiatique. Il a une tête à la fois puissante et effilée, très particulière, qui le rend reconnaissable. Tiens. Son crâne comporte une crête sagittale très marquée. Tiens. Des muscles massétaires plus développés que les autres canidés. Tiens. Tout ceci le rend très reconnaissable. Une vraie tête de kuon. La fourrure est juste parfaitement identique à la description de la bête.
Mais mieux, il est le seul canidé à posséder 40 dents, comme l'animal d'Antoine. Mais on a un problème de taille, sa taille. Le dôle est trop petit, mais vraiment trop petit. Exemple flagrant de l'animal qui possède de nombreux points communs avec la description, mais dont les quelques différences sont discriminantes. Et pour ce qui est des 40 dents du premier animal, une dent supplémentaire non sortie a été identifiée à l'autopsie, ce qui indique qu'il aurait dû en avoir 42, comme l'autre. Sûrement une malformation. Et puis les dôles chassent en meute aussi. D'ailleurs, est-ce que pour cet animal on doit parler de meute? Oh, dans le doute, je vais dire une bande. Une bande de cons. Allez, la suite. Numéro 4. Après tout, pourquoi chercher loin ce qu'on a à portée de la main? Et si la bête était tout simplement un loup? Plusieurs acteurs de l'histoire l'ont suggéré, d'autres l'ont même affirmé, mais les témoins, quant à eux, n'ont pas été si formels. Alors, loup y es-tu? D'après un célèbre historien, dans l'histoire récente en France, on dénombre près de 10 000 attaques de loups sur l'homme. Mais dans l'énorme majorité des cas, ces attaques étaient dues à la rage. Cette maladie, fortement transmissible, est causée par un virus s'attaquant au système nerveux. Elle provoque des troubles du comportement très souvent caractérisés par une phase d'agressivité intense, pendant laquelle l'hôte perd tout discernement, toute inhibition et se met à attaquer tout ce qui passe à proximité. Les loups enragés par leur taille et leur force étaient alors des vecteurs redoutables de la maladie, tout comme le chien bien sûr. Sauf qu'ici, il n'est pas possible qu'il ait pu s'agir de loups enragés. Tout simplement parce qu'une quantité importante de personnes ont survécu aux attaques malgré des blessures importantes, alors que la rage aurait tué la grande majorité d'entre elles. Les symptômes étaient connus et suffisamment atroces et impressionnants pour que des témoignages aient été laissés. Encore que le curé de l'Orsière écrit le 3 janvier 66 en parlant de la bête, « Quantité d'habitants de ma paroisse en ont été la victime par des maladies mortelles qu'il leur a occasionnées. » Mais il est bien le seul. De plus, les attaques de loups ou de chiens enragés présentent des particularités statistiques facilement observables, et on ne les retrouve pas du tout. Un animal enragé attaque hommes ou animaux en quantité très importante et dans un créneau très court, parfois quelques heures. Les victimes se comptent parfois par dizaines, les hommes adultes en sont les victimes principales, et les catégories socio-professionnelles touchées sont diverses. Or dans notre cas, la quantité de victimes s'étale sur 3 ans, et on a vu que les hommes adultes sont de très loin les derniers touchés, et que les victimes proviennent toutes du milieu agricole, à une seule exception. Alors il reste les autres cas, beaucoup plus rares, dans lesquels des loups qui n'étaient pas enragés ont attaqué l'homme. Mais je ne développerai pas plus cette piste pour le moment, ce sera l'objet d'une vidéo spécifique. En tout cas, dans notre affaire, l'hypothèse du loup tueur ne semble pas pleinement satisfaisante, déjà car les comportementalistes animaliers ne sont pas de cet avis, et surtout parce que la description physique des principaux témoins ne correspond pas au loup, animal commun et connu de tous. Il sert même de comparaison pour décrire certaines particularités de la bête. Et ce ne sont presque que des notables, lettrés, souvent étrangers et déjà convaincus, qui ont accusé le loup à l'époque. Donc, malgré une probabilité plutôt correcte, ce n'était apparemment pas un simple loup. Alors, avant de rentrer dans le top 3, qu'est-ce qui pourrait nous orienter? De mon point de vue, l'élément physique le plus décisif des descriptions n'est pas le plus visuel. Des infos sur la fourrure de l'animal, sa tête, sa queue, peuvent être altérées par un témoin, surtout s'il a ressenti de la peur. D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo sur la manière dont le cerveau peut inventer des souvenirs de toutes pièces, en particulier quand les émotions entrent en jeu. C'est pourquoi, selon moi, les descriptions les plus fiables de toute l'affaire concernent les empreintes. Ce sont des indices constatables même longtemps après les faits, c'est-à-dire que tous les chasseurs, tous les témoins, lettrés ou non, ont pu observer ces empreintes à froid, plus calmement. Monsieur Duhamel dit que cette bête a 6 griffes très bien empreintes, tout en précisant ne pas les avoir vues directement. Il ne parle donc probablement pas d'une trace au sol mais d'une blessure, ce qui est différent. Monsieur Denneval dit que la bête ne marque que 4 doigts à la piste, comme les loups, et a les ongles peu pointus. Monsieur de Balinvilliers rapporte que son pied est plus gros que celui du loup, et Monsieur Antoine dit qu'il reconnaît son pied comme celui d'un gros loup. Il a même laissé la description et les dimensions de ses empreintes. Et en effet, elles ne semblent pas différentes de celles d'un loup dans leur forme générale. Seule la taille fait la différence. Mais il n'y a pas de canidé plus gros qu'un loup. Sauf... Numéro 3. Certaines races de chiens présentent des caractéristiques qui correspondent à la description. Très proche du loup, son ancêtre, notre meilleur ami peut parfois se montrer féroce, surtout s'il est redevenu sauvage ou qu'il a été dressé à l'attaque. Et si la bête était tout simplement un chien?
Ce serait une bonne explication à l'attitude parfois observée d'aisance envers les hommes avec en même temps une méfiance envers ceux qui sont armés, comme le fait plusieurs fois rapporté de balancer la queue avant d'attaquer, ce qui est typique du chien et apparemment absent chez le loup. Et un chien qui attaque peut faire de sérieux dégâts, et les hommes en savent quelque chose. Les chiens ont été utilisés pour le combat et sur les champs de bataille depuis au moins l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, et au cours du XVIIIe siècle par les Ottomans et les Anglais, par les Français. Parfois équipés d'une protection ou d'une cuirasse, de colliers armés de clous, ils étaient parfois entraînés à désarçonner des cavaliers, ou à ne pas aboyer en attaquant. Parmi les très nombreuses variétés de chiens existantes, on peut parfaitement imaginer un coupable. Oui, mais attention, il ne faut pas vraiment se fier aux races actuelles. Presque toutes sont plus récentes que l'affaire, et certaines races d'époque ont disparu. Mais on peut quand même chercher des pistes parmi les grandes familles canines. Les pattes décrites comme massives et puissantes, tout comme la gueule surdimensionnée, ça peut évoquer des chiens de type Molos. Dans les races disparues, on peut citer les chiens de combat de Cordoba, les Halont, ou encore les Bärenbeißer, littéralement mordeurs d'ours, dont les points de comparaison sont nombreux. Mais pas suffisants. Et ce type de chien était courant, ils auraient certainement été identifiés comme tels. Un des points récurrents dans les descriptions est la forme levretée de l'arrière, c'est-à-dire qui tient du lévrier. On peut donc penser au char nègre, une race de lévrier aujourd'hui disparue, qui pourrait se rapprocher du Tcherneko de l'Etna ou du Podenco Canario. Mais là encore impossible qu'on ne l'ait pas identifié. En cherchant un peu, on peut même trouver une race ayant une raie sur le dos. Voici le Thai Ridgeback, ou chien thaïlandais à crête dorsale, dont une partie des poils du dos pousse à l'opposé des autres, formant une crête plus ou moins marquée. Bon, cette raie ne correspond pas à nos descriptions, mais j'avais envie d'en parler. Sinon, plus simplement, les attitudes, le museau et même la fourrure peuvent faire penser à des chiens de garde type berger allemand ou berger belge, mais ces races n'existaient pas à l'époque. Alors pour la taille imposante, on peut penser à des chiens de type dog du Tibet, Scottish Deerhound, berger du Caucase ou d'Anatolie, Leonberg. Mais le problème de l'identification reste le même. Dommage, car cette hypothèse aurait pu expliquer les 6 griffes. Certains chiens, notamment les Beaucerons et les Lundehund norvégiens, possèdent un ergot supplémentaire, une 6e griffe, ce qui corroborerait le témoignage de notre paysanne. Pour résumer, la plupart des caractéristiques de la bête peuvent se trouver chez le chien, mais sur beaucoup de différentes races dont la plupart n'existaient pas à l'époque. Tout de même, il existe au moins une race ancienne qui réunit plusieurs de ces critères et qui a peu de chances d'être connue des protagonistes de l'affaire. L'Irish Wolfhound, ici dans la série Ragnarok. Existant depuis l'Antiquité, utilisé pour la chasse au loup depuis les Gaëls et au moins jusqu'au XVIe siècle, les Wolfhounds sont dits réputés pour leur taille et leur force au XVIIIe siècle. De fourrure souvent blanche ou couleur cannelle, on les dit rares, à tel point qu'au siècle suivant, la race déclinante a dû être recréée. On décrit alors des spécimens de plus de 90 cm au garrot. Cependant, il y a un élément qui tend à disculper le chien totalement. Une étude scientifique a été menée pour aider les spécialistes à différencier les crânes de loups de ceux des chiens, ce qui était souvent impossible tant ils sont proches. Plusieurs critères décisifs ont été mis en valeur, notamment la taille des canines inférieures. Leur longueur permet de trancher. Pour info, le plus gros chien dans cette étude était un danois de 60 kg, pas un chihuahua. Chez le chien, ses dents ne dépassent qu'exceptionnellement les 2,5 cm. Or, nos 2 spécimens du Gévaudan portaient des fières canines de 3,4 et 3,6 cm, autant que les 2 plus gros loups mesurés dans cette étude. Ceci atteste que nos 2 animaux autopsiés n'étaient pas des chiens, à moins de 2 spécimens vraiment très exceptionnels. Donc là encore, le score des correspondances est élevé, mais les quelques différences le rendent peu compatible. Et j'en profite pour remercier François-Louis Pélissier de la chaîne FL Reptile pour m'avoir fait connaître cette étude, et plein d'autres infos aussi. D'ailleurs, son article à ce propos sera publié dans la revue Espèce en décembre 2020. Bon, et maintenant, sans le loup et le chien, qu'est-ce qui nous reste ? Numéro 2. Si aucune espèce ne correspond totalement, c'est peut-être parce que la solution ne se trouve que dans la cryptozoologie, l'étude des espèces animales inconnues. On peut trouver beaucoup de caractéristiques de la bête chez plusieurs espèces disparues. Andrewsarchus, Amphiction, Hyénodon ou autres Borophagus ont de grandes ressemblances. Alors, si une de ces espèces existait encore au XVIIIe siècle, voilà pourquoi on aurait tant de mal à identifier notre coupable. La bête était-elle la descendante d'un de ces animaux ? C'est indéniable. Il y a des traits en commun. Oui, des traits, car ce sont des dessins.
imaginé par des artistes, pour représenter des espèces disparues, depuis très longtemps. Non mais vraiment, si vous pensez que des représentants d'une espèce de ce type ont survécu jusqu'à l'époque moderne, transposez l'écart du temps avec des distances. Vous partez faire une rando dans le Gévaudan avec un guide. Bon, le départ est ici. Vous marchez 2-3 minutes, pas plus. Là, vous demandez au guide « Où sommes-nous exactement ?» Et le guide vous répond « À Varsovie. » En Pologne, oui. Bon, ça, c'est l'écart en années qui sépare notre affaire de Borophagus, le plus récent de tous ceux que j'ai cités. Si on prend Androusarchus, c'est comme si le guide te dit que tu es ici. Mais que tu es passé par Zagreb, Istanbul, le long du Levant, jusqu'en Égypte, la côte est africaine en entier, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Allez, retour. Non. Mais le moment est venu de reparler du loup-cervier. Notre pseudo-lynx auquel on prêtait la forme du loup et le pelage du léopard. En 1548, un animal désigné comme un loup-cervier a dévoré quantité de personnes dans les environs d'Orléans. Il fut tué par un certain Sébastien de Rabutin, et le roi voulant immortaliser l'exploit fait peindre cette scène dans le château de Fontainebleau, Rabutin tuant un loup-cervier. Tiens, un loup à rayures désigné comme un loup-cervier. Et si loup-cervier désignait une espèce proche, ou même une sous-espèce de loup commun aujourd'hui disparu? Difficile quand même. Déjà, reprenons l'historien naturaliste de Johnston de 1657. Et s'il s'agissait là de la représentation d'un animal existant, mais disparu depuis... pas sûr. L'auteur a regroupé les animaux issus de diverses sources classiques, et cette figure dérive plus vraisemblablement des bestiaires fantastiques du Moyen-Âge et de la description d'une créature légendaire, la crocota. En revanche, voici un cas qui pourrait nous intéresser. Mais laissez-moi raconter cette histoire vraie. Nous sommes en 1886, dans le sud du Montana, près de Yellowstone. La famille Hutchins, récemment installée dans la région, voit un jour ses animaux attaqués par une bête étrange. D'après le père de famille, elle ressemble à un loup, mais à la forme d'une hyène. Elle semble se déplacer sur de grandes distances car d'autres fermiers l'ont aussi remarqué, sans savoir l'identifier. Mais les Indiens Iowa ont peut-être une explication. Ils racontent que des chiens disparaissaient parfois la nuit au beau milieu de leur camp, enlevés par un animal ressemblant à un loup trapu, le Chunkawarakin, ce qui veut dire celui qui emporte les chiens. Connu pour sa résistance aux armes et ses cris étranges ressemblant aux cris d'un être humain. Un jour, le bétail des Hutchins est encore sa cible, mais le père rate son tir et abat une de ses vaches. Heureusement pour lui, il sera plus adroit le lendemain. Il dira n'avoir jamais vu de bête pareille et lui trouve un nom qui sonne bien, Ringdocus. Il échange alors la dépouille du monstre contre une nouvelle vache et le nouveau propriétaire le fait empailler. Quelques vieilles photos montrent la créature exposée au musée local. Quelques années plus tard, elle disparaît. Du moins jusqu'en 2007, quand un descendant des Hutchins parvient à retrouver la bête oubliée dans un musée. Et voici le Chunkawarakin. Malgré son aspect mi-chien, mi-hyène, il présente beaucoup de caractéristiques typiques d'un loup commun. Malheureusement, aucune analyse génétique n'a été faite pour ne pas enlever l'attrait commercial autour de cette histoire. Mais est-ce qu'on n'aurait pas là un descendant d'une espèce de loup ancien? Et pareil en Gévaudan. Ça, c'est un extrait du film 300. C'est à se demander si le réalisateur ne s'est pas inspiré des descriptions de la bête. Alors, est-ce qu'une branche isolée de loups anciens aurait pu survivre jusqu'à l'époque moderne et être notre coupable? Cette hypothèse pourrait, en effet, répondre à de nombreuses problématiques dans notre affaire. Une théorie similaire a récemment été développée dans un livre. L'auteur y trouve des ressemblances entre la bête et le Canis dirus, une espèce américaine disparue à la fin du Pléistocène, c'est-à-dire quand les premiers hommes sont arrivés en Amérique avec certitude. Et vous savez très bien de quoi je parle, bien sûr. Cette espèce est célèbre en Amérique car on en a trouvé de nombreux restes. Ils l'appellent dire wolf, ce qu'on doit traduire par loup sinistre ou loup terrible. De nombreuses représentations en ont été faites, mais son apparence exacte n'est pas connue, bien sûr. Mais alors, me direz-vous, quel est le point commun entre une espèce américaine disparue depuis l'âge de glace et le Gévaudan au XVIIIe siècle? Je sais pas. En tout cas, on trouve aussi en Europe des loups disparus qui ne manquent pas d'être aussi impressionnants. Canis lupus maximus,
une espèce de la toute fin du Pléistocène de taille très supérieure au loup commun. Voici des restes momifiés découverts en Sibérie récemment. En voilà un d'animal massif avec une gueule énorme et un museau atypique. Ici, on a peut-être même une raie flottante sur le dos et un museau ressemblant à celui d'un cochon. Bon, ce dessin, qui provient d'une grotte en Dordogne, a 19 000 ans. Mais si on estime que cette espèce a disparu à la fin du Pléistocène, comme le Canisdyrus, on doit se demander s'il est possible que quelques représentants aient pu survivre pendant environ 9 000 ans. C'est déjà beaucoup moins improbable que les autres propositions, mais c'est difficile d'être catégorique. C'est même impossible, on a trop d'incertitudes. Ainsi, l'hypothèse d'une sous-espèce de loup, aujourd'hui disparue, d'apparence et de comportement différents des loups communs, peut très éventuellement être envisageable, bien qu'aucun élément concret ne puisse en apporter la preuve. Mais tant qu'on est dans le sujet, on doit aussi évoquer l'hypothèse d'atavisme. L'atavisme est l'apparition spontanée de caractères ancestraux chez toute forme vivante. En 2006, on a trouvé un dauphin muni de nageoires supplémentaires, vestige de pattes arrière que possédaient ses ancêtres il y a des millions d'années. Ça arrive aussi parfois chez les serpents. Et si le sujet vous intéresse, je vous mets en description un lien vers un article qui explique comment des généticiens de Yale et d'Harvard ont réussi à obtenir un atavisme sur commande en faisant développer un museau reptilien sur un poussin, puisé chez ses ancêtres dinosaures. Le temps n'est donc pas une barrière à la résurgence de caractères génétiques anciens. Dès lors, si ce livre évoque en fait l'hypothèse qu'un loup ait pu hériter d'un caractère ancestral, ça paraît plus envisageable. Et tiens, vous vous rappelez du Rhindocus? En 2018, un animal à la description assez similaire est abattu dans le Montana. Baptisé Dogman, il a laissé sans voix les chasseurs et les spécialistes de la faune locale, incapables d'identifier son espèce avec certitude. Museau allongé, grandes oreilles, fourrure étrange, pattes ne correspondant pas au loup, cette fois une analyse ADN a été faite. Et cet animal s'est révélé être un loup. Pure race. 100%. Ce spécimen avait développé des caractères extraordinaires sans raison identifiée. Aurait-on identifié un cas d'atavisme ou de simple malformation? Alors de même, l'hypothèse d'un loup ayant développé des caractères typiques d'un ancêtre disparu est autant intéressante que basée sur beaucoup de suppositions et d'incertitudes. Car dans plusieurs autres cas d'animaux mystérieux, l'explication génétique était tout autre. Il est temps maintenant de dévoiler notre numéro 1. Et on reste dans le Montana. En 2006, plus d'une centaine de moutons sont tués par un canidé non identifié, à la fourrure dans les gris crème tachée d'orange et à la face pointue. Même les agents fédéraux de la faune sauvage qui ont réussi à l'abattre n'ont pas pu l'identifier, et les analyses ont montré qu'il était identique à un autre cas de la même époque. Pendant près de 15 ans, dans l'état du Maine, un animal mystérieux a attaqué chiens et chats sans qu'aucun témoin n'ait su l'identifier. Ressemblant à un chien, il était décrit comme ayant des yeux brillants, de grosses épaules et le museau plat, une grande puanteur et un cri étrange. Tiens. Eh bien, dans ces deux cas, il s'agissait d'un hybride. Les croisements naturels entre chiens et loups sont relativement rares dans la nature, mais ces deux animaux sont si proches sur le plan génétique que leur union produit des hybrides capables de se reproduire avec l'une ou l'autre espèce. Un animal ressemblant à un loup, car à moitié loup, mais l'autre moitié chien. Et si la solution était là? Oui, je sais, il y en a qui sont déçus, qui pensaient que j'allais sortir un truc super original, qui croyaient que j'allais mettre la piste du tueur en série lycanthrope. Sauf qu'un ou même plusieurs hommes ne peuvent pas être directement responsables de tous nos meurtres, car même si certains points peuvent sembler ambigus, 100% des témoignages parlent clairement d'un animal. Et confondre ça avec ça, beaucoup de ces gens étaient peut-être illettrés, ignorants, crédules, mais pas débiles. Qu'un homme déguisé ait pu tromper un témoin une fois, pourquoi pas, mais des centaines de témoins sur 3 ans? On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non. Mais même si vous êtes déçus, restez quand même jusqu'au bout, ça pourrait vous intéresser. Bref, on va conclure avec l'hypothèse de l'hybride. Alors déjà, contrairement à ce que j'ai pu lire régulièrement, l'hybridation naturelle entre chiens et loups se produit constamment. On a des preuves très récentes de ça. Mieux encore, en 2018, le suivi génétique des loups en France montre que près d'1 sur 8 possède des traces récentes d'hybridation. Et 13 parmi les 586 individus analysés sont directement issus de l'union d'un chien et d'une louve. Parmi eux, il y a peut-être un spécimen qui aurait montré des signes d'agressivité envers l'homme. Une première analyse a montré que l'animal était un hybride de loup d'Europe de l'Est et de chien de berger. Mais une seconde
commandé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dit qu'il s'agissait d'un loup arrivant d'Italie. En fait, les questions sur la présence d'hybrides et sur l'origine réelle des loups présents en France sont l'objet de débats intenses, à l'importance presque moins zoologique que politique. Ainsi, cette hypothèse pour la bête du Gévaudan est souvent évoquée car elle est très satisfaisante. Un animal qui possède des caractéristiques propres au loup, d'où sa ressemblance si souvent évoquée, mais aussi des traits du chien, le faisant avoir l'air différent, comme chez les spécimens américains. Et ça peut aussi expliquer sa faible peur de l'homme, qui a fini par se traduire mortellement. Un croisement entre une louve et un chien de type grand lévrier, dog ou berger pourrait potentiellement aboutir à un hybride correspondant à notre portrait. À voir ces célèbres photos, on comprend bien pourquoi. Preuve que chaque spécimen peut développer certaines caractéristiques plus que d'autres. Il s'agit ici d'une grande crocotte de 55 kg. Oui, une crocotte. Ce mot est un synonyme pour hybride chien-loup. Plutôt loup-chienne, apparemment. D'ailleurs, justement, crocotte, c'était le nom de notre hyène légendaire, ça. D'où peut-être la polysémie. Est-ce que les hyènes étaient des crocottes ? Et par conséquent, est-ce que par hyène, certains désignaient un hybride ? Je ne sais pas. En tout cas, l'hypothèse de l'hybride est une des meilleures explications, à la fois pour l'apparition spontanée de la bête et pour son apparence étrange. Selon cette étude, et même s'il est précisé qu'il ne peut y avoir aucune certitude sans analyse génétique, les caractères les plus révélateurs d'un hybride sont la présence d'un 5e doigt, le fameux ergot supplémentaire, ce qui dans notre cas pourrait expliquer l'observation contestable de 6 griffes, des taches blanches ou noires sur le pelage, qui rappellent la tache blanche en forme de cœur, une apparence générale inhabituelle du pelage, ce qui correspond encore très bien, je pense particulièrement à la couleur du corps exactement comme celle du chevreuil, ce que d'avis général aucun chasseur n'avait jamais vu. Une queue plus longue ou plus courte que le standard, ou encore la taille du corps manifestement anormale. Bref, selon nos critères, la piste de l'hybride ressort comme la plus concluante. Mais pour plus de précaution, on va affiner encore notre portrait robot. Pour cela, on va garder uniquement les témoignages directs. Les descriptions sont très précises, notamment celles des rapports d'autopsie, ce qui nous permet d'obtenir un portrait bien plus détaillé avec mesure à l'appui. Il reste quelques points de contradiction, notamment dans les détails du pelage, ce qui est tout à fait compatible avec la présence de 2 animaux différents, au moins, avec de légères variations physiques. Encore que la fourrure peut évoluer en couleur en fonction de la saison. Mais les témoignages d'un animal particulièrement grand collent bien avec les dimensions de la bête tuée par Antoine, pesant autour des 63 kg. Ceux parlant d'un animal de la taille proche de celle d'un loup ou d'un gros chien de troupeau collent avec la bête de Chastel et ses 53 kg. En tout cas, acceptez ou rejetez cette identification, mais rappelez-vous d'une chose primordiale. Si vous cherchez des points communs entre la bête et toute espèce animale, vous en trouverez. L'essentiel, ce sont les points d'incompatibilité avec les témoignages directs. Or ici, il n'y en a pas. Cependant, il y a une limite. Car on peut se demander, pourquoi est-ce que les nombreux témoins n'ont-ils pas émis cette hypothèse eux-mêmes ? Les hybrides chien-loup étaient bien connus, particulièrement par Buffon, ainsi que de nombreux chasseurs. Or la seule fois où cette identification fut proposée, c'est le 21 juin 1767, devant l'animal autopsié tué par Chastel, et encore ce n'est l'avis que d'une seule personne qu'on trouve dans une lettre anonyme. La présence systématique de points contradictoires ou incompatibles rend toute identification formelle de la bête du Gévaudan une vraie mission impossible. C'est pourtant l'hybride chien-loup qu'on doit retenir comme candidat sérieux, le moins échafaudé. Malgré nos incertitudes, notre portrait robot global permet d'éliminer certaines options. Les félins, les hyènes, en fait, tout autre animal qu'un canidé, a priori, ne peut pas correspondre globalement. D'ailleurs, nos autres options impliquant un grand canidé doivent rester envisageables. Et on ne manquera pas d'en reparler au cas où un autre point de vue nous donnerait des éléments nouveaux. Ce serait donc la conclusion qu'on tirerait si on se basait sur ce seul point de vue. Mais on peut aller plus loin en y ajoutant les données de notre première enquête. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je dois faire un petit rectificatif sur cette partie 1. Quand j'évoquais les périodes sans attaque pendant l'affaire, je disais que la plus grande période de calme, celle de l'hiver 67, était survenue sans cause identifiée. Eh bien j'avais loupé une lettre, où Monsieur Lafont, le syndic du Gévaudan, précisait que la campagne d'empoisonnement débutée en avril 67 avait déjà été menée en 66, mais qu'elle a été interrompue suite à l'arrêt des attaques. Il y a donc ici aussi un lien possible entre notre période calme et une action contre la bête. Voilà, c'est dit, on peut y retourner.
En analysant le profil des victimes, on avait établi que le comportement était plutôt celui d'animaux prédateurs, ce qui colle avec ce qu'on vient de dire. On avait aussi découpé des saisons en fonction de la répartition géographique et temporelle des attaques. Voyons ce que ça donne en intégrant ces données. Le tout début de l'affaire se cantonnait dans une seule région avec un nombre d'attaques faible par rapport à la moyenne globale. C'est justement là que la bête a obtenu son nom. Puis le deuxième tiers de la saison 1 était une des phases les plus meurtrières et la plus étendue dans l'espace. C'est là que son mythe est né, car c'est la période des pronostics exotiques et où personne n'arrive à se mettre d'accord. Quand des témoignages plus directs arrivent, les descriptions comportent d'importantes divergences. On était alors au dernier tiers de la première saison. Puis au fil du temps, il semble que les descriptions s'uniformisent et les points de divergence se réduisent, pendant que la zone d'action de la bête se réduisait jusqu'à son minimum. Pour vérifier, j'ai découpé les descriptions en fonction des 4 saisons, et on constate bien des légères différences de physionomie, même de comportement. Parfois le museau est décrit comme court, alors qu'au début on le qualifiait d'allongé. Pour les empreintes, elles apparaissent pour commencer plus grandes et distinctes du loup, avant d'être dites identiques à celles d'un gros loup. La queue, reconnue pour être particulièrement longue tout au long de l'affaire, n'est plus si longue, voire incroyablement petite à la dernière autopsie, même s'il s'agit probablement là d'une erreur. De même décrite globalement large, elle devient plus touffue à l'extrémité à partir de la saison 3. Le poil de la tête, noir au début, est décrit comme roux à la fin. A l'inverse, celui de la queue, roux foncé au départ, devient ensuite noir. Connu pour sa mauvaise odeur au départ, on n'en parle plus du tout après la saison 2. Jugée timide dans la saison 1, on l'estime confiante ensuite. Et si elle est connue pour revenir sur le lieu de ses crimes au début, cette info contestée ne sera plus vraiment signalée ensuite. On constate aussi que les nombreux points de contradiction relevés sont plus nombreux dans la saison 1 que dans toutes les autres. Donc, soit les descriptions du début étaient exagérées voire fantaisistes, mais elles ont influencé les suivantes pendant quelques temps, jusqu'à ce que la fièvre retombe un peu et que les témoignages se recentrent, soit il y avait plusieurs bêtes au début de l'affaire. D'où les divergences de description de la saison 1, puis leur convergence quand leur nombre s'est réduit. Un mélange de ces deux cas de figure est même plus envisageable encore, car nos statistiques montraient bien l'inégale répartition des attaques dans le temps et l'espace. Voici donc un élément supplémentaire dans ce sens, l'analyse chronologique des descriptions permet aussi de penser qu'il y aurait bien plusieurs bêtes. Le scénario qu'on avait proposé reste valable et pourrait donc avoir pour responsable un hybride de première génération portant un ergot supplémentaire, probablement abattu le 1er mai par les frères de la Chaumette, et au moins 2 autres, peut-être ces rejetons, ayant hérité de l'aspect étrange de leur ascendant, comme ce spécimen de 2e génération abattu dans la Drôme à l'apparence jugée étonnante. Mais ces autres bêtes n'auraient pas autant de caractère atypique que la première, ce qui expliquerait pourquoi on les a plus volontiers comparés aux loups et aux chiens. Ensuite, puisqu'on avait déterminé différentes zones géographiques dans notre première enquête, on va voir si on peut appliquer ce découpage à nos témoignages. Sauf que là on se heurte à un problème, il est difficile de retracer avec certitude la provenance géographique de certains commentaires. Et surtout certaines zones ne nous en ont que très peu laissé. Par chance on avait remarqué que toutes les attaques dans les régions situées les plus au sud se sont produites uniquement pendant la première saison, et à partir de la saison 3, il n'y a plus qu'une seule région concernée. Donc on peut juste établir que les descriptions sont plus variées quand les régions concernées sont multiples, puis qu'on tend vers une uniformisation quand la zone se restreint. Logique, hein, mais plus intéressant, d'une manière générale, tous les commentaires attribuant à la bête les particularités les plus étonnantes, tous proviennent des secteurs situés au centre de notre affaire. Bon, j'avais découpé ces zones de manière complètement arbitraire. Peut-être que d'autres secteurs seraient plus pertinents pour notre objet, quand même ça reste assez évocateur. À tel point qu'on peut éventuellement supposer une hypothèse alternative surprenante à cette affaire. Parmi tous les témoignages, je considère ceux de Duhamel de fin décembre 1764 comme décisifs. La raison est simple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup d'autres chasseurs n'ont pas vu la bête de près. Par exemple, on comprend d'après ses écrits que Denneval, père, n'a vu que des traces, mais il ne l'a jamais vraiment observé. Il maintiendra tout de même que ce n'était pas un loup. Antoine l'a vu pour la première fois le 20 septembre 65 quand il l'a abattu. En revanche, Duhamel, qui l'a manqué le 22 décembre 64 dans la forêt de la Baume, l'a vu d'assez près, et l'événement l'a marqué. Mais sa description n'est pas claire. Pourtant il sait ce qu'est un loup, et connaît un peu le léopard, car il compare la longueur de son corps à cet animal, preuve qu'il en a déjà vu au moins en dessin. Et peu importe s'il pense en réalité à un guépard, il est le seul témoin lettré de premier ordre à avoir vu la bête et rédigé une description au milieu de la saison 1. C'était dans la zone géographique du centre.
et ce qu'il a vu semble différent des animaux autopsiés. Alors peut-être que nos différents témoins ne décrivaient pas seulement plusieurs animaux, mais des animaux d'espèces différentes. Non, objectivement, on ne peut pas rejeter cette option. Pour info, je pensais proposer là quelque chose d'original, mais j'ai appris en montant cette vidéo que l'auteur Guy Crouzet avait déjà soulevé cette possibilité il y a quelques années, donc voilà. En plus des canidés, dont on est sûr de l'implication au vu des autopsies et des descriptions habituelles, on ne peut pas complètement exclure la présence d'un autre type d'animal qui n'aurait pas survécu à la saison 1, entre l'hiver, les chasses, les deux, peu importe. Cette option expliquerait autant les divergences d'identification et de description des premiers mois, que les différences de mode opératoire des attaques. Alors, plusieurs bêtes, oui, mais carrément plusieurs bêtes différentes, ça pourrait être envisagé. Le portrait fait par Duhamel prendrait alors une toute autre dimension, ça expliquerait aussi pourquoi M. de la Barthe contestera l'exactitude de ce portrait de façon catégorique. Il ira même jusqu'à dire qu'à la vérité, personne n'a vu la bête, pas même Duhamel, tant son portrait est grotesque. Mais si en fait il parlait d'animaux différents. D'autant plus si on ajoute l'impossibilité pour la plupart des témoins d'identifier un animal inconnu, et le fait que les descriptions croisées ont pu s'influencer mutuellement, alors bien sûr que ça ne correspond pas, tout serait juste un immense quiproquo. Hyène, jeune lion, pangolion même si vous voulez, présent au moins à partir d'octobre 64 jusqu'en mai 65, et concentré sur la partie centrale, voire le tiers sud-sud-ouest. Bon, évidemment, ça n'explique toujours pas comment un animal exotique a pu se trouver là sans que son arrivée soit remarquée. Il est possible que le souvenir de Duhamel ait été déformé par les émotions fortes qu'il a dû ressentir à ce moment-là, mais ce n'est pas impossible. L'hypothèse d'un félin serait même la plus envisageable si l'utilisation des griffes était établie. Sur les seules 5 blessures liées aux griffes que j'ai relevées, toutes n'ont été que superficielles, compatibles avec des marques faites par tout type d'animal en sautant sur sa victime. En revanche, d'après le sieur Duhamel, au moins 2 survivants auraient eu une partie de la peau du crâne enlevée d'un coup de griffe, tous en octobre 64. La femme attaquée le 19 décembre parlera aussi des griffes de la bête, précisant même qu'elle les sortait au moment d'attaquer à un caractère propre au félin, mais aussi qu'elle en avait 6, ce qui est un problème car aucun félin n'a 6 griffes. De plus, il parle d'une queue extrêmement longue, parlant même de 4 pieds de longueur, ce qui évoque clairement un félin. On peut maintenant voir d'un autre œil le rapport de ce qui s'était produit le 1er mai. Un notable et ses frères avaient tiré et blessé un animal qui guettait un jeune paysan. Le syndic du Gévaudan rapporte « Monsieur de la Chaumette a tiré et tué une quantité de loups. Il assure que la bête qu'il a tirée hier n'y a qu'un faible rapport. Il l'a dit exactement comme elle est dans le portrait qu'en fit tirer Monsieur Duhamel. Il ne l'avait jamais vue, mais il m'a dit que sa grosseur la ferait distinguer sur toutes sortes de bêtes fauves connues dans le pays. » Puis le 16 mai, Monsieur de Montluc rapporte que depuis quelque temps, tous ceux qui nous ont mandé l'avoir vu se sont trompés, car nous nous y sommes transportés dans l'instant et n'avons reconnu que des pieds de loup et beaucoup plus petits que ceux de la bête. Oui, mais s'il y avait 2 bêtes différentes, tout s'explique. Seulement en juin arrive Monsieur Antoine, déjà convaincu qu'il a affaire à des loups. Il constate les traces d'un gros canidé, bref pour lui, aucun doute qu'il s'agisse d'un loup, d'autant qu'il finit par en tuer un, même s'il doit concéder que son apparence était extraordinaire. Ainsi, alors qu'au début de l'affaire on identifie la bête comme une hyène, un léopard ou un loup cervier, les descriptions prennent ensuite plus souvent comme référence un canidé. Et si la plupart des identifications se tournent alors vers le loup, devant l'animal de Chastel, là aussi, les témoins doivent concéder qu'il s'agissait d'un loup sortant de l'ordinaire, éventuellement un hybride, à demi-mot. Ça a beau être tiré par les cheveux, ça permettrait de retirer toutes nos incompatibilités. Et c'est à mon avis la seule chance de défendre l'hypothèse d'un animal étranger, ça pourrait même réconcilier ceux qui s'affrontent à ce sujet. Et pourtant, aucun de ces cas de figure ne répond à nos interrogations de la première enquête. Oui, on a ces victimes étranges, parfois amputées, déshabillées, ou cette femme retrouvée sans tête, dont un bras avec l'épaule ont été arrachés, son corps déplacé, attaquée dans le dos alors qu'elle se trouvait en plein milieu du périmètre d'une battue contre la bête. Ou cette autre, tuée un soir à quelques pas du château du Bessé où se trouvait Monsieur Antoine, qui venait de rentrer d'une journée entière de traque sans résultat. Bref, il y a une autre option qu'on ne peut pas complètement éliminer non plus, une implication humaine d'une manière ou d'une autre. Et un hybride chien-loup pourrait potentiellement être dressé à l'attaque, lui aussi. D'ailleurs, s'il portait un harnachement, un genre de cuirasse, ça pourrait expliquer les difficultés d'identification, son incroyable survie aux chasses, sa résistance aux coups, aux armes à feu, sa fameuse raie noire sur le dos qui revient tout au long des descriptions, et pourtant absente des 2 rapports d'autopsie.
Mais pour voir si cette hypothèse tient la route, il va falloir qu'on reprenne toute l'histoire en s'intéressant cette fois aux personnages. Car... Bonjour, enquêteur. Mais ça va pas recommencer! Le Comte de Monte Cristo, célèbre roman d'Alexandre Dumas, a été inspiré d'une histoire vraie. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de vérifier cette affirmation. C'est pas possible. Si pendant la mission vous veniez à être tué, ça n'aurait vraiment aucun sens.